Si on vous proposait de miser 10 000 € sur une technologie nouvelle qui perd de l'argent chaque seconde et dont personne ne peut prédire quand elle sera réellement rentable, il y a des chances que vous doutiez et que vous refusiez cette proposition, et ça semblerait tout à fait normal. Pourtant, c'est le pari que sont en train de prendre les géants de la tech que sont Microsoft, Amazon, Google ou encore Facebook, qui dépensent des centaines de milliards de dollars chaque année pour dominer cette fameuse technologie du futur, je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Et ce type de dépense porte un nom, le CAPEX. Bienvenue sur Classe Éco, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le CAPEX est un levier financier qui mesure le succès ou l'échec de n'importe quelle entreprise, de la PME à la multinationale. Et pour rendre tout ça concret, on va voir comment ce levier peut transformer une entreprise et pourquoi savoir le piloter est l'enjeu stratégique numéro 1 des géants de la tech pour gagner la bataille de l'intelligence artificielle. C'est parti! Avant toute chose, observons comment une entreprise utilise son argent. Il y a deux grands modèles de dépenses, l'OPEX et le CAPEX. Pour bien comprendre ce qui distingue ces deux indicateurs, on va les comparer sur 5 points clés. Leur objectif, leur durée, leur impact comptable, leur gestion en trésorerie et leur flexibilité. Commençons par l'OPEX. Acronyme de Operational Expenditures, en français les dépenses opérationnelles, c'est le modèle de la consommation et de l'usage. L'objectif d'une dépense de type OPEX, c'est de faire tourner l'entreprise au quotidien. On y retrouve les dépenses courantes comme l'achat des matières premières, les salaires, les loyers ou les abonnements de services. Sur le plan de la durée, c'est une dépense à court terme. Elle est consommée complètement au cours de l'année fiscale pour les besoins immédiats de l'activité. D'un point de vue comptable, elle est enregistrée comme une charge dans le compte de résultat, ce qui vient directement réduire le bénéfice imposable de l'année fiscale. Son impact sur la trésorerie, c'est que les sorties d'argent sont régulières et récurrentes. Et en termes de flexibilité, c'est un modèle très ajustable, on peut généralement augmenter ou réduire ses dépenses rapidement selon les besoins de l'activité de l'entreprise. Et il y a notre fameux CAPEX, acronyme de Capital Expenditure, en français dépenses en capital, c'est le modèle du patrimoine et de la possession. L'objectif est d'acquérir, améliorer ou moderniser un actif corporel ou incorporel. Ça peut concerner par exemple l'achat d'un camion, la construction d'un entrepôt, l'acquisition de machines industrielles ou de brevets technologiques. Ces nouveaux actifs sont censés augmenter la capacité de production et la compétitivité de l'entreprise. D'un point de vue de la durée, c'est un engagement sur le long terme. L'investissement en CAPEX doit servir à l'entreprise pendant plusieurs années et ainsi créer des actifs durables. Sur le plan comptable, la dépense CAPEX figure à l'actif du bilan. Elle n'est pas déduite d'un seul coup, mais fait l'objet d'un amortissement, c'est-à-dire que son coût est lissé comptablement sur toute sa durée d'utilisation légale. L'amortissement, c'est une charge d'usure non monétaire. Par exemple, une machine qui coûte 100 000 € à durée de vie légale de 10 ans se verra dépréciée et donc amortie de 10 000 € par an. Ces 10 000 € de charge d'amortissement réduisent le bénéfice. En termes de trésorerie, ça implique une grosse sortie de cash ponctuelle à l'achat. Et quant à la flexibilité, on peut dire que c'est un engagement rigide. Une fois l'investissement fait, c'est très difficile et coûteux de faire machine arrière. Si on devait imager tout ça, on pourrait dire que l'entreprise, c'est une voiture, l'OPEX, c'est le carburant et le CAPEX, c'est le moteur. Oubliez un instant que le CAPEX et l'OPEX sont de simples concepts comptables. En réalité, ce sont des choix stratégiques qui séparent les leaders de ceux qui stagnent. Dans la guerre de l'IA, des géants comme Google ou Microsoft n'ont plus vraiment le choix. Un investissement massif en CAPEX est devenu une condition de survie. Mais alors pourquoi l'IA est si gourmande en CAPEX ? Pour le savoir, on va s'intéresser rapidement au moteur de cette technologie révolutionnaire qui est le machine learning. Le machine learning, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art d'apprendre à un ordinateur à s'entraîner pour devenir intelligent par lui-même. Contrairement à l'informatique classique où on dicte des ordres figés à une machine, on va utiliser ici des algorithmes qui ne sont rien de plus que des fonctions mathématiques. Le rôle de ces fonctions, c'est d'analyser des milliards d'exemples qui constituent des données d'entraînement. Et c'est cet entraînement qui permet à l'algorithme de décoder la logique humaine afin d'apprendre à la reproduire. Et pour que ça marche efficacement, il faut que ces calculs mathématiques s'exécutent sur des milliards de données et de manière ultra rapide. Il faut donc une force de calcul brute, colossale et permanente. Mais alors pourquoi je vous déballe ce jargon technique ? Parce que c'est précisément sur ce point que l'enjeu financier rejoint la réalité du terrain. Pour que l'IA existe de manière efficace, les investissements de type CAPEX sont cruciaux. Il faut transformer des besoins abstraits en une infrastructure physique gigantesque. Et tout ça, ça va se concrétiser à travers 4 pôles majeurs. En premier lieu, le pôle hardware, qu'on peut voir comme le cerveau de l'IA.
Pour apprendre, on a vu que l'IA a besoin d'une puissance de calcul énorme. L'élément de base pour fournir la puissance de calcul, c'est le GPU, acronyme de Graphics Processing Unit, qui veut dire processeur graphique, et c'est ce petit élément qui est contenu dans la fameuse puce électronique. Le GPU est capable d'exécuter des milliards d'opérations en simultané. C'est un investissement initial massif parce qu'une puce GPU peut coûter jusqu'à 40 000 $ et il en faut des milliers. Le capex est irréversible parce qu'une fois l'argent dépensé, l'entreprise parie que son matériel ne va pas être obsolète trop vite. C'est un risque dans un secteur où la technologie évolue à une vitesse fulgurante. En deuxième lieu, il y a le pôle infrastructure qui est le corps de l'IA. Pour faire fonctionner les GPU, on va les loger dans des data centers qui sont d'immenses hangars numériques dont la construction est longue et coûteuse. En devenant propriétaire de ces data centers, l'entreprise crée des actifs au bilan et va s'assurer une valorisation de patrimoine durable. Puis en troisième lieu, le pôle énergie. Un data center, ça fonctionne 24 heures sur 24 et ça consomme autant d'énergie qu'une petite ville. Du coup, investir dans ses propres réseaux électriques, ça devient une nécessité absolue. Parce qu'on peut prévoir des coûts à long terme et on peut surtout atteindre une indépendance énergétique stratégique. Et au pôle énergie, on doit rattacher inévitablement le quatrième pôle qui est le pôle thermique qui assure la maintenance de l'infrastructure. Pour éviter que cette puissance énergétique déployée ne provoque de surchauffe, on a absolument besoin de systèmes de refroidissement complexes. Ça demande une gestion de la sécurité millimétrée et des compétences internes élevées pour maîtriser cette complexité opérationnelle. Mais alors c'est quoi vraiment l'avantage de dépenser des centaines de milliards de dollars en capex pour une technologie encore balbutiante ? C'est pas seulement une question d'ambition, c'est un calcul stratégique qui repose sur 5 piliers. Premier pilier, la maîtrise technologique. En développant sa propre infrastructure, l'entreprise maîtrise finement la chaîne de valeur technologique sur laquelle reposent ses services. Cette approche sur mesure permet d'aligner précisément la puissance des serveurs, les réseaux et les logiciels avec les besoins réels des algorithmes. En optimisant conjointement le matériel et le logiciel, elle obtient des niveaux d'efficacité et de performance difficiles à atteindre avec des infrastructures standardisées. Deuxième pilier, l'indépendance stratégique. En possédant sa propre infrastructure, l'entreprise réduit sa dépendance aux fournisseurs externes et aux évolutions qu'ils imposent, qu'il s'agisse des tarifs, des capacités disponibles ou des choix technologiques. Elle maîtrise mieux l'accès à ses ressources de calcul, peut prioriser ses propres besoins et déployer plus rapidement ses innovations sans subir les contraintes opérationnelles d'une infrastructure tierce. Troisième pilier, la rentabilité par le volume. Pour un usage massif de la puissance de calcul, posséder son infrastructure devient un puissant levier de rentabilité. Une fois les investissements initiaux absorbés, le coût du calcul repose principalement sur l'énergie, la maintenance et l'exploitation des équipements. Plus l'infrastructure est utilisée, plus le coût unitaire diminue, permettant de dégager des marges progressivement supérieures à celles obtenues avec des solutions externalisées. Quatrième pilier, la réduction du risque opérationnel. Exploiter ses propres infrastructures permet aussi de réduire des risques opérationnels majeurs. En gardant le contrôle direct sur ses systèmes et sur ses données, l'entreprise dépend moins de prestataires externes et s'expose moins aux interruptions de service. Elle maîtrise mieux l'accès aux informations sensibles, garantit une continuité d'activité plus fiable et évite les variations de performance liées aux infrastructures partagées. Cette autonomie lui permet d'adapter précisément ses standards de sécurité aux besoins critiques de ses services. Enfin, le cinquième pilier repose sur la création d'un véritable avantage concurrentiel durable. C'est le fameux mot cher à Warren Buffett. En investissant massivement dans leurs infrastructures, les géants de la tech élèvent progressivement des barrières à l'entrée extrêmement difficiles à franchir. Ces investissements exigent non seulement des capitaux considérables, mais aussi du temps, une expertise opérationnelle et un écosystème technologique que de nouveaux entrants peinent à reproduire. Le CAPEX devient alors un mécanisme de protection qui consolide durablement leur position face à la concurrence. Dans un secteur technologique encore en construction comme l'intelligence artificielle, les investissements massifs s'accompagnent de risques tout aussi importants. Le modèle CAPEX repose sur des engagements lourds et parfois difficiles à remettre en cause. Et lorsque les montants engagés se chiffrent en centaines de milliards de dollars, la moindre erreur d'anticipation peut avoir des conséquences majeures. Premier risque, l'obsolescence rapide. C'est sans doute le danger principal. La technologie évolue si rapidement qu'une infrastructure achetée aujourd'hui peut devenir économiquement dépassée avant même d'avoir été totalement amortie. L'entreprise continue alors d'exploiter ses équipements encore fonctionnels, mais devenus moins compétitifs face aux nouvelles générations, capables de produire davantage de puissance de calcul pour un coût inférieur. Deuxième risque, la rigidité et l'immobilisation du capital.
Les investissements en infrastructure sont par nature peu flexibles. Contrairement à des dépenses opérationnelles facilement ajustables, le CAPEX immobilise des capitaux sur le long terme. Si la demande ralentit ou évolue différemment que prévu, l'entreprise peut se retrouver avec des actifs extrêmement coûteux, difficiles à revendre ou à réaffecter rapidement. Troisième risque, la pression sur la trésorerie. Ces investissements mobilisent des montants considérables et absorbent une part importante des ressources financières disponibles. Même lorsque la rentabilité comptable reste solide, les flux de trésorerie peuvent être fortement sollicités. L'entreprise dispose alors de moins de marge de manœuvre pour financer de nouveaux projets ou faire face à un retournement de marché. Quatrième risque, la complexité opérationnelle. Posséder et exploiter ses propres infrastructures implique une complexité opérationnelle élevée. L'entreprise doit gérer directement l'énergie, la maintenance matérielle, la sécurité physique et l'exploitation continue de ses sites. Cela exige des compétences internes très spécialisées et augmente le risque d'erreur ou d'incidents opérationnels. Face à ces contraintes du CAPEX, toutes les entreprises dans l'IA n'ont pas les reins assez solides pour s'engager dans des dépenses aussi faramineuses. Certaines startups vont privilégier un modèle de développement et de croissance différent, miser sur l'OPEX. Pourquoi ? Parce qu'en phase de lancement, une startup évolue dans un environnement incertain où elle ne sait pas encore si son produit va réellement trouver son marché ni à quelle vitesse. Par conséquent, investir tout de suite dans des infrastructures qui coûtent des milliards serait premièrement risqué et deuxièmement financièrement impossible. Alors elles vont miser sur l'OPEX grâce à un outil très pratique et très souple qui est le cloud computing ou simplement cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est ? Le cloud, c'est un modèle qui permet un accès réseau à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables comme par exemple les serveurs, le stockage, les applications, les logiciels ou encore la puissance de calcul dans le cas de l'IA. En gros, on bénéficie du service sans avoir à posséder l'infrastructure physique. Et miser sur ces dépenses OPEX via le cloud possède 4 avantages majeurs. Premier avantage, c'est évidemment une barrière à l'entrée réduite, puisque le cloud supprime la nécessité d'un investissement initial massif et préserve alors la trésorerie. Du coup, une startup dans l'IA peut accéder immédiatement à de la puissance de calcul sans avoir à dépenser des milliards. Deuxième avantage, c'est la scalabilité immédiate. La scalabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité d'un système ou d'une infrastructure à s'adapter à une augmentation de sa charge de travail et de ses besoins en ressources sans dégradation des performances et sans nécessité de refonte architecturale majeure du matériel. En d'autres termes, pour une startup, c'est la capacité de ses services à passer de 100 à 1 million d'utilisateurs sans que ça ne rame ou que ça ne plante et sans avoir à tout reconstruire. C'est donc une flexibilité exceptionnelle et une capacité d'adaptation quasi instantanée. Le troisième avantage, c'est un time to value accéléré. Le time to value, qu'est-ce que c'est ? Ça représente le délai entre le lancement d'un projet et le moment où il commence à générer du profit et de la valeur. Le cloud réduit fortement ce délai entre l'expérimentation du produit et sa mise sur le marché. Les startups vont donc profiter de la performance sans subir la lourdeur des investissements. Et en quatrième avantage, on a le transfert du risque technologique. On a vu au début de la vidéo que dans la guerre de l'IA, le matériel peut rapidement devenir obsolète. Et c'est le fournisseur du cloud qui assume cette obsolescence et le renouvellement permanent des infrastructures, pas la startup. Cette dernière va du coup bénéficier des technologies les plus récentes sans supporter directement les cycles d'investissement. Alors ok, miser sur cette stratégie via des dépenses en OPEX a des avantages, mais elle a aussi des contraintes. Ce qui apparaît comme une liberté au départ peut devenir un désavantage à mesure que l'entreprise grandit. Dans ce cas, il y a 4 inconvénients majeurs à la stratégie de l'OPEX Cloud. En premier lieu, celui du coût cumulé ou ce qu'on peut appeler l'effet loyer. Pour une startup IA dont l'activité repose sur une utilisation continue des ressources de calcul, les frais de location de la puissance de calcul peuvent à long terme dépasser le coût d'une infrastructure propriétaire. Au final, une petite startup se retrouve à financer durablement l'infrastructure et la marge de son fournisseur plutôt que de développer ses propres actifs productifs. Le deuxième inconvénient, c'est la dépendance stratégique, parce que s'appuyer entièrement sur un fournisseur cloud expose la startup à ses évolutions tarifaires, techniques ou contractuelles. Et ça, la startup, elle ne le contrôle pas. Cette dépendance peut devenir critique quand toute l'activité repose sur l'accès à la puissance de calcul. En troisième inconvénient, on a le paradoxe de la croissance. En général, une entreprise va chercher à faire des économies d'échelle et réduire ses coûts unitaires en phase de croissance. Sauf que la facturation d'un service cloud reste largement proportionnelle à son usage. Les économies d'échelle profitent principalement aux fournisseurs, tandis que les marges du client peuvent stagner malgré sa croissance. Et en quatrième inconvénient, on peut parler de l'absence d'actifs stratégiques. Pourquoi ? Parce que dans un modèle de dépenses OPEX, on l'a vu au début de la vidéo, chaque dépense correspond à une charge immédiatement consommée.
A l'inverse, investir dans une infrastructure transforme une partie de ses dépenses en capacité productive durable, ce qui va permettre un meilleur contrôle des coûts à long terme. Entre l'agilité de l'OPEX et la puissance du CAPEX, comment savoir si une entreprise fait réellement le bon choix? On pourrait être tenté de regarder uniquement le bénéfice net, pourtant ce chiffre peut être trompeur. Une entreprise peut afficher de super profits comptables alors que sa trésorerie a fortement diminué suite à de lourds investissements CAPEX. Pour comprendre la véritable santé financière d'une entreprise, les investisseurs se penchent sur un indicateur clé, le free cash flow, en français flux de trésorerie disponible. Le free cash flow, qu'est-ce que c'est? Ça représente l'argent réellement disponible après avoir financé l'activité quotidienne et les investissements nécessaires. C'est ce cash qui permet à une entreprise de rembourser ses dettes, d'investir davantage, de racheter des actions ou de verser des dividendes à ses actionnaires. Mais la lecture du free cash flow dépend du secteur d'activité. Pourquoi? Parce que le niveau de CAPEX varie fortement selon les industries. Dans des secteurs matures comme le luxe, les biens de consommation, la finance ou les télécommunications, les infrastructures évoluent lentement. Un CAPEX modéré permet alors de générer un free cash flow élevé, ce qui est souvent signe d'un modèle économique stabilisé. Mais dans le secteur de la tech, et encore plus dans l'intelligence artificielle, la logique change totalement. L'investissement permanent devient une condition de compétitivité. Dans la tech, le CAPEX sert principalement à développer les infrastructures, rester innovant en permanence et ainsi soutenir la croissance future. Mais alors comment interpréter un free cash flow négatif ou positif? Un free cash flow négatif signifie que l'entreprise investit plus de cash qu'elle n'en génère. Ça peut représenter un risque financier si ses dépenses ne produisent pas de retour futur. Mais dans les secteurs à forte croissance comme celui de l'IA, ça traduit un choix stratégique. Sacrifier la liquidité à court terme, c'est construire des infrastructures capables de générer encore plus de croissance et renforcer un avantage concurrentiel durable. A l'inverse, un free cash flow positif indique qu'une entreprise génère plus de cash qu'elle n'en consomme. Dans les industries matures, c'est généralement un signe de solidité financière, mais dans un secteur technologique en mutation rapide, un niveau de cash très élevé peut parfois traduire un rythme d'investissement insuffisant face à la concurrence, au risque de perdre progressivement en compétitivité. Le véritable enjeu n'est donc pas simplement de savoir si le free cash flow est positif ou négatif, mais de comprendre ce qu'il révèle de la stratégie de l'entreprise. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, un free cash flow temporairement sous pression, c'est une décision assumée. Les géants de la tech acceptent de réinvestir massivement leurs bénéfices en CAPEX pour bâtir le fameux moat ou avantage concurrentiel qu'on a vu précédemment. Le CAPEX devient alors bien plus qu'une dépense comptable, il traduit bien le niveau d'ambition d'une entreprise. Et vous, dites-moi en commentaire si vous pensez que ces investissements massifs dans l'IA sont une nécessité stratégique ou un excès d'optimisme et peut-être le début d'une nouvelle bulle financière. Et surtout, est-ce que ça vous fait peur en tant qu'investisseur? Mettez-moi tout ça en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un like. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite sur Classe Echo pour une nouvelle analyse.